Merci, Patrick. Euh, J'espère qu'on m'entend. Allô? Oui, on t'écoute, hein. Ok. Merci de m'avoir passé la parole. Dans cette série de webinaires où nous nous penchons sur la question de la sécurisation de la page Internet, nous sommes arrivés au troisième webinaire. Et on va un peu faire un petit recap sur les deux premiers. Donc, là, le premier webinaire, on a introduit la notion les problèmes liés au fonctionnement actuel de BGP. On a donc introduit ces problèmes. On a vu que BGP était un protocole ouvert et qui permettait à deux opérateurs réseau de pouvoir s'échanger les préfixes. Et c'était un protocole qui, à la base, lorsqu'il était créé, était basé sur la confiance. Et du coup, lorsque deux opérateurs réseau devaient se mettre ensemble pour s'échanger les ressources, il était question que chacun indique les ressources qui sont en sa possession, du moins les ressources qui lui ont été allouées par le registre Internet dans la région où il opère. Ayant vu ce mécanisme de fonctionnement, on s'est rendu compte du coup qu'à la base, BGP n'intégrait pas la sécurité. Du coup, il s'est posé plusieurs problèmes, notamment la possibilité d'hijack les routes et la possibilité de route leak. On a aussi vu que l'un des problèmes que l'on peut rencontrer sur Internet, c'est l'usurpation des blocs d'adresse. Donc, un paquet qui arrive avec une source qui a été usurpée. Donc, l'adresse source est usurpée. Généralement, c'est utilisé pour pouvoir attaquer les réseaux. On a aussi vu que il y a beaucoup de problèmes et que ces problèmes ne sont pas juste des histoires que l'on raconte. On a vu par exemple sur BGP Stream que beaucoup de ces problèmes se passent à la minute près, quoi. On a donc vu le MANUS pour Mutually Agreed Norm for Routing Security qui propose une démarche pour la sécurisation. Il y a un son d'arrière-plan. Si vous pouvez muter vos micros, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui, est-ce qu'on peut Allô? arrêter les micros? Oui, ça va. Ça continue. Ok, Stéphane, je pense qu'on a identifié la personne. Tu peux, donne-moi juste une minute. Ok, merci Patrick. Donc, on a vu qu'il y a une initiative conduite par l'Internet Society en collaboration avec les autres acteurs de la communauté Internet pour proposer une démarche assez collaborative pour la sécurisation de la table de routage Internet qui est très importante pour le bon fonctionnement et la disponibilité d'Internet. Il s'agit donc du MANAS, qui est le Mutually Agreed Norm for Routing Securities, qui propose quatre actions: le filtrage, l'anti-spoofing, la coordination et la validation. Donc, voilà ce que nous avons vu dans le premier webinaire. Le second webinaire, quant à lui, nous présentait
l'IRR, comment est-ce que on peut utiliser l'IRR pour collaborer à la documentation de la sécurisation de la table de routage, donc des politiques de routage de chaque organisation. On a vu que beaucoup d'organisations obtiennent leur préfixe de leur registre Internet, Internet. Le cas d'Afrique, par exemple, chez Afrinic. Lorsque vous avez eu ce bloc, il est donc question de documenter comment est-ce que vous comptez router ces préfixes sur Internet. Et on a donc présenté quelques objets tels que le route 6, l'autre le bloc IPv6 LineNet et LineNet 6 num. Et donc, il était question donc d'utiliser le langage RPSL pour pouvoir documenter, donc présenter au monde exactement c'est quoi sa politique de sécurité. On a vu que l'avantage de documenter la politique de sécurité de routage était que lorsque vous l'avez fait ainsi, les gens n'ont plus besoin de venir vers vous. On a un point central où toutes les politiques sont documentées et il est facile ainsi de créer les listes de préfixes pour pouvoir sécuriser et faire les filtrages appropriés. Donc, voilà un peu le récap des deux précédentes éditions. Aujourd'hui, nous allons pousser la sécurité un peu plus loin avec le RPKI, Resource Public Key Infrastructure. Tel que nous avons vu la validation jusqu'à présent avec l'IRR, le Internet Routing Registry, on se rend compte qu'il se pose plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est la validité des informations qui sont enregistrées dans ces bases de données-là. On a vu par exemple qu'avec le RADB, où vous avez la possibilité de créer des objets proxy. Et généralement, ces objets proxy ne sont pas nettoyés, même quand vous perdez votre statut de propriété, allons dire ça comme ça, d'un bloc d'adresse IP. Les objets proxy restent dans la base de données de RADB. On a vu qu'il y a des données qui sont incomplètes, parfois des données qui sont... on manque de faire les mises à jour. Il était donc question de penser à un mécanisme et aussi l'IRR n'inclut pas ce volet de certification, donc de cryptage et autres. Il est donc question de pouvoir trouver un moyen de pouvoir faire mieux. C'est donc la nécessité du RPKI, le Public Key Infrastructure, qui permet donc de stocker un ensemble d'informations sur les ressources Internet. Donc, on va stocker, par exemple, vos adresses IP avec vos numéros de système autonome et attacher à ça un certificat. Donc, ça devient beaucoup plus sécurisé. Ce qui fait que lorsque vous êtes en train de créer, par exemple, votre... on va appeler ça votre objet pour pouvoir, dans la base de données RPKI, vous avez besoin d'un certificat. Un certificat que vous obtenez auprès de votre autorité qui peut être votre RIR. Bon, dans ce cas, c'est le RIR. Et donc, avec votre préfixe, vous avez la possibilité, par exemple, de dire quels sont les numéros de système autonome qui sont autorisés à pouvoir originer votre préfixe, à pouvoir partager votre préfixe. Bon, l'un des inconvénients aussi du RPKI que je vais présenter d'entrée de jeu, c'est que toute la chaîne de numéros de système autonome n'est pas vérifiée. Donc, il y a d'autres mécanismes qu'on présentera peut-être plus tard qui permettent donc d'autres travaux qui sont en cours, qui se proposent de résoudre ce problème-là. Donc, pour ce qui est des RPKI, les 5 RIR ont leur propre infrastructure et chaque infrastructure est gérée ou bien est
est sécurisé par un certificat. Ce certificat, donc, IANA a donné comme ça l'autorité à chaque RIR de devenir une autorité de certification. Donc, comme je l'ai dit tantôt, ça permet donc à chaque RIR, le bloc qui lui a été assigné, d'avoir un certificat qui permet donc de vérifier, de valider ces différents blocs. Et lorsque un bloc est assigné, par exemple, à un opérateur Y, l'opérateur Y a la possibilité d'obtenir un certificat qui est généré du certificat racine qui vient du registre qui opère dans sa région et de pouvoir donc signer ce préfixe. Et lorsque l'opérateur qui a obtenu un préfixe veut l'allouer, par exemple, à un de ses, un de ses clients, il a aussi la possibilité de générer aussi un certificat qui est dérivé du certificat qu'il a obtenu de son registre. Donc, on voit donc que c'est un cran de sécurité en plus qui permet donc comme ça là de créer des objets qu'on va appeler des objets ROA, R-O-A, Route Origin Authorizations, qui permettraient donc de sécuriser vos annonces de blocs IPv4 et IPv6 qui sont liés à des préfixes particuliers. Donc, comme je l'ai expliqué, il y a ce qu'on va donc appeler la chaîne de confiance. Et la chaîne de confiance commence donc au niveau de l'autorité racine. Dans notre cas ici, l'autorité racine, c'est votre RIR. Dans notre cas, le cas de l'Afrique, c'est Afrinic. Donc, Afrinic dispose donc de ce certificat dont l'autorité lui a été donnée par IANA. Et ce certificat donc lui permet de générer d'autres certificats. Donc, c'est un certificat qui utilise une paire de clés privées et publiques. Donc, vous avez la possibilité de voir la clé publique qui est sauvegardée sur des serveurs disponibles, mais l'autorité détient la clé privée. Donc, lorsque vous venez donc et que vous voulez obtenir votre certificat, on va utiliser donc cette clé privée pour pouvoir générer un certificat qui vient du certificat racine. Donc, voilà donc le RIR. Et lorsque le certificat est généré, donc, vous aussi, le RIR. Le RIR ici, c'est généralement les ISP qui viennent chez Afrinic pour recevoir les blocs d'adresse IP V4 et IPv6. Donc, lorsque vous avez donc acquis un bloc, on vous donne donc un certificat qui vient du certificat racine. Et ce certificat fonctionne exactement comme le certificat racine. Ça vous permet aussi de pouvoir générer d'autres certificats qui pourront être utilisés par vos clients. Et donc, voilà la chaîne qui va donc continuer ainsi de suite, de la racine vers le LIR, du LIR vers les autres, vers les sous-clients, vers peut-être d'autres sous-ISP qui vont prendre des blocs chez leur ISP. Donc, la notion donc de RPKI incorpore deux éléments, la notion de signature et la notion de validation. Donc, je vais m'arrêter ici là pour voir s'il y a des questions. S'il y a des questions, on va pouvoir prendre avant d'entamer la notion de création de roi. Alors, s'il y a des questions, vous pouvez tout simplement soit lever la main, soit nous laisser une question dans le chat et Stéphane se fera le plaisir de vous répondre. OK. Il n'y a pas de questions. Je suppose que tout se passe bien pour le moment.
Bonsoir Guy Luzanga, comment tu vas? Guy, ton micro est coupé. Ok. Donc, j'imagine que le concept est assez clair ici et assez simple. Donc, nous avons un serveur qui va nous permettre, comme ça, d'enregistrer les informations sur comment est-ce que nous comptons annoncer nos préfixes que nous avons reçus d'Afrinic. Et cet enregistrement d'informations utilise S'il la... te plaît, partage le bon onglet. Pardon? Partage le bon onglet. Oui, c'est bon, je sais, je vais partager. Je disais que je vais partager ce que je n'ai pas partagé. Je faisais juste un récap de ce que nous venons de voir, vu qu'il n'y a pas de questions. Donc, lorsque vous avez donc ces objets qui sont créés, ces objets sont créés de façon sécurisée. Voilà. Donc, maintenant, on va voir donc les deux éléments du RPKI. Le premier volet du RPKI, c'est la création des routes. La création des routes. Donc, je partage mon écran. Voilà. Donc, le premier volet donc consiste donc à créer les routes. OK? Et une route ici, c'est quoi? C'est votre préfixe, la taille du préfixe et le numéro de système autonome que vous comptez valider. Pour qu'il puisse originer cela. De sorte que lorsque vous avez créé cet objet dans le serveur RPKI, les gens peuvent aller vérifier qu'effectivement, le numéro de système autonome que vous avez attaché à un préfixe quelconque est autorisé à le faire. Donc, cette route s'appelle Route Origin Authorization. L'autorisation d'un préfixe à annoncer, l'autorisation à un numéro de système autonome à annoncer un préfixe. Et vous avez donc la possibilité, pour un même préfixe, de créer plusieurs routes avec plusieurs numéros de système autonome différents. Ça veut dire que si vous êtes dans le contexte, par exemple, où vous voulez autoriser votre ISP à pouvoir annoncer votre préfixe, vous pouvez créer une route avec le numéro de système autonome de votre ISP et créer une autre route avec votre numéro de système autonome. Vous pouvez aussi être dans un scénario où vous avez plus d'un numéro de système autonome. Peut-être que vous avez disons, deux routeurs, et puis vous voulez faire en sorte que le même préfixe soit annoncé par les deux routeurs, par deux numéros de système autonome différents. Cela est bien possible. Donc, vous pouvez créer plusieurs numéros de système autonome. Où est-ce que vous pouvez donc, pour créer ces routes, vous allez utiliser le portail du RIR. Dans notre cas, c'est MyAfrinic. MyAfrinic pour le cas des opérateurs qui sont dans la région. Mais aussi, aujourd'hui, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir voir quelques exemples de ces préfixes, de ces routes qui ont été créées déjà. J'ai pris là, par exemple, le cas de Route Views. Et vous voyez que chez Route Views, par exemple, attendez, je vais essayer de me connecter chez Route Views. Voilà, par exemple, chez Route Views. Donc, ici, par exemple, là, je ne suis pas connecté. Donc, je vais prendre un exemple. Si je reviens là, bon, si vous partez, par exemple, sur le site de Route Views, ils ont un ensemble de collecteurs. Ils ont plusieurs collecteurs qui sont disponibles, hein. Donc, vous pouvez aller prendre chez Route Views, vous pouvez prendre chez n'importe quel collecteur ou bien serveur de route qui sont disponibles sur Internet.
et puis vous essayez de voir. Donc, je vais prendre par exemple celui-ci. J'imagine que ça, c'est University of Oregon. Je vais aller donc, je vais voir, on va essayer de voir celui-ci sur ce routeur. Donc, je vais me connecter, Telnet, là. Il me demande un mot de passe, AirViews. Voilà, là, je suis connecté. Donc, si je fais par exemple show IP BGP, BGP RPKI table. Là, par exemple, il me montre des exemples de rois qui existent. Donc, voilà, par exemple, un roi. Vous voyez ce préfixe ici. OK. Voilà, c'est un préfixe slash 24. Le max len, c'est 24. Donc, juste une recommandation. Lorsque vous êtes en train de créer vos rois, assurez-vous que vous créez les rois par rapport au préfixe que vous annoncez exactement. Donc, n'allez pas faire ce que j'ai montré à l'écran là. Ça, c'est mauvais. Donc, vous voyez par exemple, voilà quelqu'un qui crée un roi d'un préfixe /23 et le max len c'est /24. Lorsque vous faites ceci, ça veut dire que, allons dire, prenons un exemple encore plus vaste. Donc, allons dire que le préfixe, par exemple, c'était /16 et je fais le max len à /24. Ça veut dire que si quelqu'un prend, par exemple, un sous-préfixe, allons dire, par exemple, un /20 de ce préfixe-là, cela sera valide et il aura la possibilité d'usurper ce préfixe-là. Donc, créez les rois uniquement pour les préfixes que vous êtes en train d'originer. Ça veut dire que si j'ai 10 préfixes que je vais originer, je vais créer 10 rois pour cela. C'est l'effort en vaut la peine parce que sinon, votre préfixe sera usurpé et c'est à votre détriment. Donc, vous allez voir quelques exemples ici. Vous allez voir que la plupart des préfixes d'ailleurs qui sont ici respectent ce que je viens de présenter là. Donc, vous voyez, /22, /22, /20, /20, ainsi de suite. Mais il y a quand même quelques-uns qui dérogent au principe. Par exemple, celui-là, vous voyez que c'est /22, /24. Ça ne respecte pas les recommandations. Donc, là, quelqu'un peut s'amuser à jouer avec vos sous-préfixes. Donc, voilà des exemples de rois pour des préfixes IPv4. Maintenant, si on fait pour IPv6, IPv6, unicast, show BGP IPv6 RPKI table. Donc, voilà pour IPv6. Donc, vous voyez, voilà par exemple ce /32, ce /32, 48, 48, 40, 40, 35, 35, ainsi de suite. Ainsi de suite. Voilà quelqu'un, par exemple, qui s'amuse à annoncer tout, à créer un roi qui couvre tout jusqu'au /128. Déjà que ici, là, il y a déjà deux problèmes. Le premier problème, c'est que lui, il dit même les préfixes qui sont plus longs que 48 peuvent être annoncés, alors que les best practices recommandent que les préfixes au-delà de /48 ne doivent pas être annoncés. Et deuxièmement, il crée des rois qui couvrent tout son préfixe. Ça, c'est un problème. Alors, Stéphane, sans vouloir te couper, on a quelques questions dans le chat de Guy Luzanga qui demande à savoir la différence entre une route statique et une route dynamique. OK. Donc, là, c'est les bases du routage. Donc, lorsque vous êtes en train de configurer le routage, vous avez la possibilité de le faire manuellement ou bien d'utiliser ou bien de reposer sur un protocole de routage. Lorsque vous reposez sur un protocole de routage, les exemples, c'est quoi? C'est BGP,
OSPF, RIP, ISIS. OK? Lorsque vous reposez sur ces protocoles de routage-là, on dit que vous faites du routage dynamique. D'accord? On dit que vous faites du routage dynamique. Mais lorsque vous décidez de le faire manuellement, on dit que vous faites du routage statique. Ça veut dire que vous allez identifier les destinations. Vous allez dire pour telle destination, j'aimerais passer par telle interface ou bien j'aimerais passer par tel prochain saut. Donc, vous allez configurer cela manuellement. OK? Donc, c'est ça la différence. OK, donc nous avons donc vu là quelques exemples. Je vais revenir encore ici. Vous pouvez aussi aller sur... Il y a des sites comme ça en ligne, hein, comme par exemple HI. Donc, voilà, par exemple, HE. Voilà un exemple avec le cas d'Afrinic, par exemple, qui a ce préfixe qui, quand vous voyez le check là, ça veut dire que le check, quand il est comme ça vert, comme vous voyez, ça veut dire qu'il a créé son objet route. OK? Quand vous voyez la clé, ça veut dire qu'il y a un roi valide qui existe pour ce préfixe-là. Donc, voilà pour IPv4, voilà pour IPv6. Allons prendre un de vos réseaux. Allons dire, par exemple, qu'on veut voir pour Camtel. Et on va voir ce qui se passe chez Camtel, par exemple. Willy, tes amis annoncent des beaux guns. Et là, si je reviens ici sur les préfixes, je vois que la plupart des préfixes, bref, tous les préfixes, en dehors de l'université de Ngaoundéré, vous voyez, l'université de Ngaoundéré a un roi valide et a les objets routes valides en IPv4 et un objet, un roi valide en IPv6. C'est le seul client de Camtel qui se comporte bien. Et vous voyez que il y a même des blocs ici d'Orange qui sont annoncés par Camtel et qui n'ont même pas d'objet route. Il y a d'autres qui n'ont même pas du tout d'objet route ici. Bon, ça c'est d'Afrinic. Si on vient ici et qu'on regarde les préfixes IPv6, c'est pareil. Donc, il n'y a pas de roi. Il n'y a pas de roi pour ces blocs IPv6. Donc, vous pouvez comme ça, voilà comment vous pouvez voir les rois, donc ces objets qui sont créés et qui ont pour vocation d'être utilisés pour sécuriser notre fameuse table de routage. Donc, voilà, donc vous pouvez trouver ces rois donc, sur les Looking Glass que je viens de vous présenter. Et voilà. Donc, qu'est-ce que nous pouvons donc faire avec RPKI? Nous avons la possibilité, de prouver qu'un préfixe, que nous avons le droit d'utiliser un préfixe avec un numéro de système autonome particulier. Et nous avons aussi la possibilité, à notre niveau, de bloquer la propagation des mauvaises configurations. Les hijacks, les route leaks, par exemple. Si les opérateurs s'attellent à créer leurs divers rois, nous avons la possibilité donc de pouvoir utiliser cette base de données qui est stockée auprès d'Afrinic pour pouvoir vérifier effectivement la légitimité des annonces qui circulent sur Internet. Donc, l'implémentation de RPKI utilise le protocole X508 comme pour son certificat. Ce protocole est défini dans la RFC 3778, autant pour moi. Il repose sur les validateurs, donc les validateurs qu'on va présenter tout de suite. Et ce validateur donc utilise donc la notion d'autorité de certification.
Donc, il va donc télécharger la base de données, d'objets rois qui ont été créés chez chaque autorité, c'est-à-dire dans notre cas, les divers RIR. Donc, c'est exporté donc au niveau du validateur à l'aide du protocole qui permet donc de synchroniser votre validateur avec les divers RIR. Donc, voilà, lorsque vous avez fait ça, vous avez donc la possibilité de créer votre politique, de dire ce que vous voulez faire. Lorsque vous allez recevoir donc cette base de données d'objets rois, qu'est-ce que vous comptez faire de cela? Est-ce que vous comptez accepter, par exemple, les objets? Parce que, bon, je vais présenter tout à l'heure les statuts que ces objets peuvent avoir. Donc, voilà, en gros, la création de ces rois. Donc, je vais voir s'il y a des questions et avant de pouvoir continuer maintenant, avant de passer maintenant à l'étape de comment est-ce qu'on exporte ces divers rois à partir de nos divers RIR pour pouvoir les utiliser pour la validation de notre routage. Any questions so far? Questions, commentaires? OK, pas de questions, pas de commentaires. Donc, on va maintenant passer à la validation. Mais donc, lorsque je veux faire la recherche sur un roi, je peux avoir les 3 statuts qui sont valide, invalide et not found. Valide, ça veut dire que le préfixe pour lequel je fais une recherche existe effectivement dans la base de données RPKI avec le préfixe, avec la longueur du préfixe spécifié. Invalide. Allô, Stéphane? Oui. Bon, c'est vrai qu'il y a une question de Guy là, mais je pense qu'il n'a pas bien cerné, l'explication de tout à l'heure par rapport à la récupération des ressources chez le RIR, en fait, qui représente la zone dans laquelle vous êtes situé. Donc, il demande à savoir que signifie Afrinique. OK. Je vais expliquer ça d'ici 3 slides. OK, c'est bon. Donc, avant qu'on en arrive, je disais que, mais si j'ai noté la question, je vais expliquer tout à l'heure. Je disais donc que lorsque vous avez un objet roi qui est stocké auprès de votre RIR, vous avez donc ces 3 états. Donc, l'état peut être valide. Ça veut dire que vous avez retrouvé l'objet en question avec la longueur des préfixes spécifiés et le numéro de système autonome que vous avez indiqué. Par contre, vous pouvez trouver un préfixe, mais avec le mauvais, comment je vais dire, les numéros de système autonome ne coïncident pas. Ça veut dire j'ai un préfixe, allons dire 1.1.1.0/24. Je m'en vais le chercher avec le préfixe, avec le numéro de système autonome 1, 2, 3, 4, mais je le retrouve plutôt avec le numéro de système autonome 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que c'est un roi qui est invalide. Donc, le roi que j'ai cherché est invalide. Ou alors, je peux trouver un roi avec le préfixe, mais le numéro de préfixe, la longueur du préfixe n'est pas exacte. Donc, la longueur du préfixe est plus grande que la longueur du préfixe maximum. Allons dire que j'ai, par exemple, tout à l'heure, j'ai présenté le 1.1.1.0/24. Le max len, c'est /24. Et puis, je m'en vais rechercher, par exemple, un préfixe 1.1.1.0. Allons dire /25. J'abuse un peu, hein, /25. Le préfixe sera donc invalide.
le roi sera invalide. Le troisième état dans lequel le roi peut se retrouver, c'est le not found, dont je ne retrouve pratiquement rien qui soit associé. Bon, par rapport au préfixe, je ne vais rien retrouver, donc je ne vais pas retrouver ce préfixe dans la base de données, que ce soit avec un numéro de système autonome différent, que ce soit avec une longueur de préfixe différente. Donc, je vais pratiquement rien trouver. Donc, on a un autre ami Sidibé qui demande à savoir s'il n'est pas possible, peut-être pendant les explications, que tu puisses traduire ce qui est écrit en français sur le slide, enfin, traduire ce qui est écrit en anglais plutôt en français. Ok, je croyais que l'explication en français suffisait. Ok, bon, on va faire plus d'efforts. Bon, peut-être il faut lire, peut-être pour sa compréhension, peut-être il faut lire en français et ensuite peut-être expliquer pour que ça soit un peu plus digeste pour lui, quoi. Ok, merci. Donc, c'est quoi un roi? C'est quoi un roi? Tel que j'ai présenté tout à l'heure, un roi, c'est un préfixe. D'accord? Un préfixe qui peut être un préfixe IPv4 ou IPv6. Et donc, un préfixe appartient nécessairement à un réseau. Donc, le cas de Camtel, le cas de MTN, ainsi de suite. C'est un numéro de système autonome, Origin ASN, numéro de système autonome qui est autorisé à pouvoir générer ce préfixe-là, à pouvoir annoncer ce préfixe. Et enfin, c'est une longueur de préfixe maximum. Donc, le roi va donc être associé à un certificat qui est délivré au propriétaire du bloc d'adresse IP par le registre. Excusez encore la notion de registre, je vais expliquer tout à l'heure. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai dit, il y avait une chaîne de confiance qui découlait du registre, de l'opérateur, de ses clients, et enfin, le roi va donc utiliser le dernier certificat dans la chaîne pour pouvoir signer les objets. Donc voilà. Maintenant, je vais essayer d'expliquer c'est quoi Afrinic. Donc, la gestion des ressources Internet numériques, notamment les adresses IPv4, les adresses IPv6, les numéros de système autonome, a été déléguée dans les régions par ce qu'on appelle les registres Internet régionaux. Entendez par cela RIR, Regional Internet Registries. Donc, si tu veux une adresse IP et que tu es dans une région particulière, c'est géré par un registre. Donc, il faut aller chez le registre pour avoir l'adresse IP. On a donc dans le monde 5 registres. On a Apenic, on a Arin, on a Lacnic, on a Afrinic et on a RIPE-NCC. Ces registres sont chargés de gérer les ressources, de gérer les adresses IP, de gérer les numéros de système autonome dans les régions spécifiques. RIPE-NCC, par exemple, est chargé de gérer en Europe. OK? Apenic est chargé de gérer dans la région de l'Asie et du Pacifique. Arin est chargé de gérer dans la région de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada. Lacnic est chargé de gérer dans la région de l'Amérique latine. Et enfin, dans la région de l'Afrique, c'est géré par Afrinic, African Network Information Center. Donc, Afrinic reçoit les adresses, les blocs d'adresses IP, les blocs de numéros de systèmes autonomes chez IANA et va donc allouer ces blocs d'adresses IP en Afrique
pour l'utilisation en Afrique. OK, je ne sais pas si pour Guy c'est clair maintenant. Donc, revenons donc au RPKI. Donc, Guy, si c'est bon, tu peux juste envoyer un texte dans le chat pour nous dire si c'est bon pour Afrinic. Revenons donc à la notion de RPKI. Chacun des opérateurs, chacun des RIR que je viens d'énumérer a donc son serveur RPKI où les gens dans la région, les opérateurs dans la région viennent créer leur route, leur leur ROA, ROA. Donc j'appelle ça route en abréviation. Lorsqu'ils ont créé ces objets-là, ces objets vont être utilisés pour valider les ressources. Ça veut dire Willy a son réseau qui est peut-être le réseau, allons dire AUF, et Sylvain gère le réseau de l'université de Yaoundé. Brice gère son réseau, allons dire le réseau de l'université de Ngaoundéré. Patrick gère le réseau d'Orange. Ça, ce sont les opérateurs. Maintenant, lorsqu'ils veulent s'échanger des préfixes, ils ne vont pas, Patrick ne va pas dire à Brice, voici mon préfixe 192.168.0.0/CS, et puis Willy va dire mon préfixe est 196.192.0.0/CS, et puis chacun va balancer les préfixes comme ça. On s'appelle, on se dit, voilà, nous devons nous mettre ensemble pour communiquer. Maintenant, pour savoir qui détient quelles ressources, moi, je vais aller sur le serveur RPKI d'Afrinic, et demander à Afrinic quelle adresse IP appartient à Willy, quelle adresse IP appartient à Sylvain, quelle adresse IP appartient à Patrick. Et pour faire cela, je vais donc utiliser ce qu'on va appeler un validateur. Le validateur, c'est un logiciel qui est installé sur une machine et que vous pouvez mettre dans votre réseau. La machine, donc, va se synchroniser au serveur d'Afrinic, au serveur d'Arin, au serveur d'Epinic, au serveur de Lacnic, au serveur de RAID, et va récupérer ce qu'on appelle le manifeste. Le manifeste, c'est la liste de toutes les routes qui ont été créées au niveau de ces différents serveurs-là. Et il va donc récupérer ces routes, il va stocker en local. Maintenant, moi, quand je configure mon routeur, je vais indiquer l'adresse IP de mon validateur. Et entre mon routeur et le validateur, il y a donc un protocole qu'on va appeler le RTR. Ce protocole va donc permettre d'aller questionner le validateur pour lui demander est-ce que ce préfixe est valide? Est-ce que ce préfixe est valide? Quel est le statut de ce préfixe? Et le validateur va donc retourner le statut du préfixe. Et je vous ai donné les 3 statuts. Le statut valide, invalide et le statut not found, donc pas trouvé. Voici un exemple de ROA. Des exemples de scénarios que vous allez voir sur l'écran. Donc, j'ai le préfixe 193.0.24.0/21 avec le numéro de système autonome 2121. Ici, lorsque je crée le ROA avec un préfixe /21 et allons dire un max lane /21,
seul le préfixe, seul le roi 193.0.24.0/21 sera valide. Les autres, /22 ne seront pas valides. Donc, si quelqu'un fait une recherche pour le préfixe 193.0.24.0/22, alors que j'ai mis mon marslen à 21, ce ne sera pas valide. Si par contre, j'avais mis le roi, par exemple, 193.0.24.0/23 avec le marslen /24, dans ce cas, par exemple, les préfixes valides seront le /23 et les différents /24, ce qui n'est pas recommandé d'ailleurs. Si je mets normalement le préfixe /23 avec un marslen de /23, qu'est-ce que j'obtiens? Les préfixes /24, le préfixe /23 sera valide, mais les préfixes, les préfixes /24 en dessous seront invalides. Donc, je ne sais pas si vous comprenez la notion. Donc, lorsqu'on est en train de créer un roi, il y a des attributs. Il y a le préfixe, il y a le numéro du système autonome et il y a le marslen. Le marslen ici, c'est la longueur maximale qui est autorisée pour ce roi. Et on recommande donc de toujours avoir des rois qui matchent, qui correspondent à vos annonces. Le premier cas, par exemple. Donc, vous pouvez aussi reposer, au lieu d'installer votre propre validateur, vous pouvez utiliser des validateurs qui existent sur Internet. Par exemple, Afrinic met à votre disposition un validateur public. Peut-être Willy va partager l'adresse IP dans le chat. Donc, lorsque vous avez donc configuré votre routeur, votre validateur, il va donc télécharger le cache et votre routeur va télécharger les différents rois à partir de votre routeur. Donc, voilà les divers statuts que j'ai présentés déjà. Quelques exemples de validateurs que vous pouvez utiliser. Vous avez Routinator de NLLab. Vous avez For Validator. Vous avez Octo API de Cloudflare. Vous avez API Clan. Vous avez Prover. Vous avez RP Steer 2. Donc, voilà les liens où vous pouvez aller télécharger ces validateurs et pouvoir installer. Ce n'est pas compliqué, l'installation. Si vous allez, vous verrez que la plupart sont sur GitHub et la documentation est assez détaillée. Donc, voilà par exemple un exemple de validateur où on fait par exemple une vérification pour s'assurer que tous les TAL au niveau des divers registres sont effectivement téléchargés. Vous allez voir là par exemple que, je prends un exemple, Found Valid Trust encore pour RIPE, vous voyez que c'est en cours il est en train de synchroniser, quoi. Donc, et vous voyez que le validateur ici, c'est Routinator, c'est le plus utilisé à près de 60% sur Internet. J'ai une question. OK. Alors, par rapport à ces différents validators-là, est-ce qu'il y a des use cases où on peut choisir l'un ou l'autre? Ou alors, tous font le même job? Tous normalement sont supposés faire le même job et tous sont supposés vous donner deux protocoles. Il y a un protocole qui va vous envoyer les routes en plain texte et il y a un autre protocole qui va vous envoyer les routes en HTTPS, c'est-à-dire en sécurisé. La plupart de ces validateurs supportent ces deux protocoles-là. Pour le moment, celui que j'ai utilisé, c'est Routinator.
c'est Routinator. Donc, je ne vais pas donner des cas spécifiques. Pour Routinator, la dernière version, d'après quelques conversations que j'ai vues, il semble que la dernière version a des problèmes en termes de mémoire. Willy peut élaborer là-dessus. D'ailleurs, j'ai vu que Willy il veut poser une question ou peut-être ajouter des commentaires par rapport à ce qui a été dit. Allô, Willy? D'accord. Oui, peut-être si Stéphane voulait d'abord terminer, qu'il termine sur son point, comme ça je vais compléter. Ok, non, vas-y, j'en ai terminé. D'accord, ok. Donc, disons que, effectivement, par rapport au dernier point de Stéphane, la version actuelle de Routinator on va dire, consomme légèrement un peu plus de mémoire que d'habitude. Juste préciser quelque chose, dans la dernière version Routinator, maintenant, ils ont une interface web. Donc, par exemple, le lien pour le validateur d'Afrin que vous voyez là, donc c'est notamment ce qu'on a constaté à notre niveau, mais c'est pas un problème en soi. Donc, c'est un logiciel qui évolue très, très vite et qui est très bien suivi. Donc, c'est pas un problème, ça ne cause pas de souci majeur. C'est juste à faire du monitoring et à réévaluer en attendant qu'il y ait une correction en fait. Maintenant, juste peut-être aussi ajouter un commentaire par rapport à ce que Patrick demandait. Une approche généralement qu'on voit aussi, c'est que, un peu comme le DNS, c'est qu'on peut recommander à on va dire des grands réseaux, entre guillemets grands, c'est d'avoir au moins deux validateurs, deux différents validateurs, de telle sorte que si vous avez vos routeurs de bordure, ils auront chacun une session avec les deux validateurs. Donc, ça permet on va dire, vous n'allez pas reposer sur un seul code logiciel, vous en aurez deux. Comme ça, si jamais il y a un problème majeur avec un, vous savez que vous n'êtes pas fortement impacté par rapport à ça. Donc, vous pouvez en avoir deux, mais sinon un. Mais pas plus de deux. Même les plus grands réseaux, généralement, n'ont pas plus de deux types de validateurs par réseau. Et juste rappeler aussi que les validateurs sont exploités par les routeurs de bordure. Ce n'est pas tous les routeurs dans votre réseau qui en ont besoin. Merci. Voilà, merci pour la précision d'avoir au moins ces deux validateurs et si possible avoir plus d'une version, quoi, plus d'un logiciel. Donc voilà. Ok, si je reviens ici, je vais donc présenter quelques exemples de configuration de la validation. Je vais commencer déjà par montrer comment est-ce que vous dites à votre routeur quel validateur est-ce qu'il doit écouter. Donc, là, c'est par exemple un routeur Cisco sur lequel on lui demande d'écouter sur le serveur que le validateur répond à l'adresse IP 100.64.1.1 au port 83.23. Et on lui demande de faire des refresh chaque 300 millisecondes. Et là, et on lui demande aussi d'écouter au port 33.23. D'accord? Donc, là, on voit qu'il y a deux instances sur ce serveur-là. Et là, maintenant, donc, la première chose, c'est d'abord de pouvoir configurer votre routeur à pouvoir télécharger, à pouvoir questionner le validateur. Une fois que vous avez reçu les données de votre validateur, qu'est-ce que vous en faites? Parce que là, vous avez configuré, vous avez dit au routeur, voilà le validateur. Donc, lorsque tu as besoin des affaires de API qui arrivent, va chercher sur tel validateur. Donc, il va aller là-bas chercher. Qu'est-ce qu'il en fait? Ce qu'il en fait, c'est que vous devez configurer. Bon, là, c'est la même configuration chez Juniper. Maintenant, lorsque vous avez reçu ce manifeste, le manifeste qui va venir du validateur, on a vu qu'il y avait la possibilité d'avoir des routes valides, des routes invalides et des routes non trouvées. Qu'est-ce que vous en faites? Voilà une première configuration sur, par exemple, un routeur Cisco où nous allons nous appuyer sur la notion de préférence de route. Donc, vous voyez que, par exemple, pour le premier bloc de commande, on dit que lorsque vous avez trouvé des routes qui sont valides,
mettez une préférence de 100. Donc, mettez une préférence élevée. Lorsque vous trouvez des routes qui ne sont pas trouvées, pas du tout, donc ce sont des routes qui n'ont pas été créées, mettez une préférence intermédiaire, donc moyenne. Donc, dans ce cas, on a mis une préférence de 80. Lorsque vous trouvez une route qui est invalide, mettez une préférence inférieure. Donc, ça veut dire que les routes avec les préférences élevées seront nécessairement préférées, donc les routes valides. Par contre, les routes avec les préférences faibles, et les routes invalides seront à préférence faible. Et ça va donc permettre à votre routeur Cisco comme ça là, de pouvoir faire la sélection des routes qu'il injecte dans la table de routage. Maintenant, lorsque vous avez configuré ceci, vous voyez là que je ne rejette aucune route parce que jusqu'à l'heure actuelle, beaucoup de personnes, beaucoup d'opérateurs ne créent pas encore les routes. Donc, si vous allez dans un mindset de paranoïa, vous allez rejeter des routes qui sont légitimes. Vous allez rejeter des routes qui sont légitimes. Donc, la recommandation dans ce contexte, c'est d'attribuer des routes qui sont un peu à faible préférence. Maintenant, si vous voulez à tout prix rejeter les invalides, voilà comment ça se passe. Donc, vous allez faire, par exemple, pour le premier cas, donc là, par exemple, on a mis les valides à 100, dont la préférence est élevée, celles qu'on ne trouve pas à une préférence faible, mais celles qui sont invalides, on rejette, on drop. Donc, vous voyez, contrairement à celles qui sont les invalides, dans le premier cas où on donnait une préférence faible, dans ce cas-ci, on rejette tout simplement. Ça, c'est la configuration avec Cisco. Maintenant, une fois que vous avez configuré, que vous avez créé votre route map tel que vous avez vu précédemment, il faut donc l'appliquer à vos sessions BGP. Donc, par exemple, je suis en train de faire BGP avec Willy. Je vais donc appliquer la route map que je viens de créer sur sa session both IPv4 et IPv6. Ça, c'est la configuration avec Cisco. Maintenant, avec Juniper, c'est le même principe. Hein? C'est le même principe. Donc, ici, on va par exemple dire que pour les routes valides, mettre une préférence élevée et acceptée. Pour les routes qui sont non trouvées, donc pour lesquelles on n'a pas encore créé de roi, mettre une préférence moyenne et acceptée. Pour les routes invalides, mettre une préférence faible et accepter. Mais aussi, il est possible de tout simplement rejeter les routes qui sont invalides. Donc, moi, dans mon cas, par exemple, je vais rejeter tout ce qui est invalide. Donc, voilà. Comment est-ce que vous pouvez donc vérifier ces affaires auprès sur votre routeur? Donc, je peux donc aller allons sur un routeur et puis je vais passer ces commandes pour vous. Donc, là, on a perdu la session. On va revenir sur le serveur. ArcViews. Donc, ici, tout à l'heure, on a vu, par exemple, la première commande qu'on a entrée tout à l'heure, c'était la commande show BGP, peut-être IPv4, RPKI tables. Donc, avec ça, on avait la possibilité, show. Là, il n'utilise pas la dernière version. Donc, ça va être show IPBGP. Ah, on a là les rois de IPv4. Donc, et si je m'en vais voir pour IPv6, j'ai montré ça déjà, mais je montre encore quand même. OK. Donc, voilà.
Voilà, donc vous pouvez vérifier comme ça. Vous pouvez vérifier un préfixe pour voir la validité du préfixe. Donc, allons prendre un préfixe. Allons dire que je vais prendre IPv4, 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 unicast, allons dire le préfixe 1.1.1.0/24 par exemple. Allons voir ce que ça nous dit. Voilà. Vous voyez que ce préfixe a été est annoncé. Donc, ça, il y a plusieurs paths, quoi. Il y a plusieurs paths. Si on prend, par exemple, le premier, allons dire, le tout premier va être celui-là. Vous allez voir, par exemple, que c'est une route qui est valide. Donc, il a un roi qui est effectivement valide, qui a été créé pour ce préfixe. Donc, tout est valide, toutes les annonces qu'on trouve là sont valides. Et si on s'en va regarder, allons prendre un autre préfixe. Allons dire par exemple le 59.144.173.0/24. Regardons voir ce qu'on trouve là. Qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve le préfixe et on voit que c'est un préfixe c'est un roi qui est invalide. OK? Ça, c'est un roi qui est invalide. Si je m'en vais chercher, allons chercher un roi qui est not found. Par exemple, le 122.164.200.0/21. Qu'est-ce qu'on trouve là? On voit que c'est là, mais si on regarde le statut, on va voir que c'est not found. Donc, c'est pas trouvé. Il n'y a pas de roi pour ce préfixe-là. Alors, Stéphane, tout à l'heure, en termes de recommandations, tu as évoqué le fait qu'il faut éviter en fait de rejeter les routes qui transportent des préfixes invalides. Non, not found. Not found. Not found. Not found. Oui. Oui. Quelles pourraient être donc les conséquences de cette recommandation? Bon, le fait de pouvoir rejeter en fait les routes, ces routes-là. Les conséquences, c'est que là, ce sont des préfixes pour lesquels on n'est pas sûr de la sécurité, tout simplement. Donc, vu que les propriétaires n'ont pas créé les rois, n'importe qui peut s'engager à annoncer ces préfixes-là. Et vous allez accepter tout simplement parce que vous n'avez pas les moyens de vérifier. Le second mécanisme que vous pouvez utiliser, puisque vous n'allez pas utiliser API en solo, si la personne, si l'opérateur en question a créé au moins ces objets route 6 et route, vous pouvez reposer sur les filtres. C'est bon? OK. Ouais. Donc, la conséquence, c'est que, bon, on ne pourra pas vérifier, mais on peut reposer sur le IRR pour pouvoir vérifier cela. Si au moins ces opérateurs utilisent l'IRR. S'ils n'utilisent pas l'IRR, c'est dommage, c'est grave. Donc, ce sont des routes comme ça qui peuvent facilement être hijackées. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais continuer, par exemple, et présenter quelques statistiques. Donc, en termes de statistiques, RPKI globalement, pour un certain nombre de préfixes qui ont été vérifiés, notamment 961 000 préfixes, on a ceci. Donc, on a 29% de rois valides. On a 69% d'invalides et on a quelques routes, je veux dire 69% de rois non trouvés et on a environ 0,6% de rois invalides. Donc, c'est quand même dommage ces statistiques. Donc, ce sont des choses que globalement nous voulons corriger. C'est pour ça qu'on parle du manners, qui est une affaire de tous.
Donc, vous allez voir dans la comparaison pour les divers RIR. Donc, la progression, quoi, au niveau de chaque RIR. Donc, vous allez voir, je ne connais pas les couleurs, là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est violet. Le violet, c'est arine. Le vert, c'est lacnique. Le bleu, c'est apénique. Ripe, c'est marron. Et afrinique, c'est un noir quelconque là. Donc, vous voyez que ici, si on regarde, vous voyez que afrinique est au bas de la passerelle. Donc, il y a beaucoup d'efforts, mais on voit quand même qu'il y a une nette amélioration, une nette progression qui se fait chez tous les RIR. Donc, vous pouvez aller voir ces courbes que je suis en train de montrer là. Vous pouvez aller voir ça sur APIC AI Monitor. Voilà. Pour quelques opérateurs, les opérateurs, donc les meilleurs opérateurs, donc en termes de APIC AI valide. Donc, vous voyez ceux qui sont au sommet. Nous avons TTNet, nous avons Amazon. Amazon a quelques rois not found là, mais vous voyez que la majorité, c'est des valides, quoi. Vous avez Viasat. J'espère que vous ne rêvez pas encore de voir un de vos réseaux être présent ici. Donc, voilà un peu. On a quand même quelques de ces gros opérateurs qui ont quand même des routes invalides, hein, tels que TR Telcom, le 34 984. On a aussi, juste en bas là, BSNL, le 9829, qui a quelques routes invalides. Ces numéros-là, ce sont les numéros de système autonome? Oui, ce sont les numéros de système autonome, les 32 et les 16 bits. Okay. Donc, maintenant, on va voir, vous voyez quelques opérateurs qui ont beaucoup de routes invalides. On a ZZ. Donc, ça, c'est réservé, quoi. Et on a EN Reliance Communication qui a vraiment beaucoup de routes invalides. On a aussi Comcast. Comcast est dans la course aussi avec beaucoup de routes invalides. Ça, c'est pas cool. Donc, voilà. Donc, vous pouvez voir toutes ces statistiques ici sur APIC AI Monitor de de NIST.gov. Pour finir, je vais essayer de parler de la notion du AS0. J'ai une question, s'il vous plaît. Okay. La question que je voudrais poser, c'est comment arrive-t-on à qualifier une route d'invalide sur l'Internet? Quels sont les éléments qui permettent de qualifier une route d'invalide? Bon, comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai dit que lorsque vous êtes en train de créer votre ROA, votre Route Origin Authorization chez votre RIR, soit Afrinique dans notre cas, vous allez spécifier la taille du préfixe et la taille max que vous voulez originer pour ce préfixe-là par un numéro de système autonome quelconque. Je dois aller faire un retour pour retrouver le slide en question. Peut-être ça permettrait de mieux expliquer. Je vais prendre celui-ci. Je vais prendre ce slide-ci. Donc, voilà, par exemple, notre cas. De ce cas, nous avons 193.0.24.0/21. Ça, c'est votre préfixe que vous avez obtenu chez votre RIR. OK? Maintenant, vous allez créer donc un ROA. Vous allez préciser cette taille de préfixe
et vous allez préciser le max len. Allons dire que dans mon cas ici, là, par exemple, le max len, je mets 21. Si je mets 21 et que vous voulez configurer, vous êtes en train de configurer votre réseau et vous voulez vous assurer effectivement que, bon, le 193.0.24.0/21 est une route valide. Oui, c'est une route valide parce que j'ai ce roi-là qui existe auprès de mon RIR. Ça, c'est bien. Maintenant, si quelqu'un d'autre s'en va chercher la route 193.0.24.0/22, cette route sera invalide. Tout simplement, pourquoi? Parce que avec le préfixe en question, avec le numéro de système autonome 2121, cette route sera tout simplement invalide parce que vous avez trouvé une route qui ne correspond pas au /22 que vous êtes en train de chercher. Donc, pour qu'une route soit valide, il faut que le ROA, le Route Origin Authorization, existe effectivement chez votre RIR. Pour qu'une route soit invalide, il faut que soit l'un des critères suivants soit vérifié. Soit le numéro de système autonome ne correspond pas, soit la longueur du préfixe maximum est inférieure à la longueur du préfixe que vous avez spécifié. Donc voilà les deux conditions pour éliminer un roi. Je ne sais pas si c'est plus clair. Quand vous parlez de la longueur du préfixe, c'est-à-dire on parle du subnet mask par exemple, on parle du subnet mask qui est plus petit. On parle de 21 et vous parlez de 22 et vous avez par exemple advertise 22, n'est-ce pas, /22. Le /22 fait bien partie du /21. Oui, mais sauf que... Vas-y. Oui, allez-y. Pourquoi considérait-on que le /22 est invalide? Parce que on sait tous que le maximum, avec la route maximum que nous avons décidé pour l'Internet, c'est le /24, parce qu'il n'y a pas moins de /24 sur l'Internet. Quand il y a moins de /24, on va le discarder quelque part. Mais quand on revient seulement à l'exemple que vous venez de donner, tout simplement, les deux /22, s'ils font partie du /21, alors les deux routes sont valides. Effectivement, dans le principe de routage, les routes spécifiques, n'est-ce pas? Les routes spécifiques, le /22, les deux /22 sont valides dans le principe de routage. Maintenant, je suis propriétaire du bloc 193.0.24.0/21. On est d'accord? Je suis le propriétaire de ce bloc. OK? Maintenant, on n'est plus en train de faire du routage basique. On est en train de faire du routage et on va appliquer à notre routage la notion de RPKI. Donc, si nous faisons le routage basique et que nous faisons des configurations allons dire, nous faisons notre BGP standard et nous ne reposons pas sur RPKI, le /21 est valide, les deux /22 sont valides. OK. Maintenant, je vais aller sur un serveur RPKI. Je vais créer un roi. Dans le roi, je vais fixer mon maximum de préfixe à 21. Quand je fixe le maximum de préfixe à 21, ça veut dire que tout préfixe au-dessus de 21, je n'autorise pas pour ce bloc-là. Ce qui fait que toi, maintenant, quand tu vas configurer ton routage, tu vas interroger le serveur RPKI pour voir qu'est-ce que j'ai dit au serveur RPKI. Moi, qu'est-ce que j'ai dit au serveur RPKI? J'ai dit n'autoriser aucune route qui soit au-delà de /21. Du coup, ça fait que les routes 22, les /22, les deux /22 deviennent invalides au regard de RPKI. Au regard du routage standard, c'est valide. Au regard du routage avec RPKI, en appliquant la sécurité RPKI, ce n'est plus valide. Non, ça, c'est bien expliqué. Merci beaucoup. Vraiment, c'est parfait. Je crois que c'est ça. En fait, on essaye de match votre ROA. Vous êtes match le ROA avec votre RIR, right? C'est-à-dire que vous avez déjà spécifié
avec les préfixes que vous devez advertise dans votre réseau. Et si c'est moins que cela, alors on peut se dire que votre adresse qui a été réservée au niveau de REI local a été hijack ou bien est en train d'être spoof quelque part. Donc, non, je crois que c'est bon. C'est une très bonne explication. Merci beaucoup. D'accord, merci. Ok. Je suis en conférence. Ok. Maintenant, il y a au niveau des divers RIR, il y a un nouveau policy qu'on essaye de faire passer en utilisant l'AS0. L'AS0 pour demander aux divers RIR de créer à leur niveau un roi. OK? Parce que vous vous souvenez, lorsque Afrinic reçoit par exemple un bloc d'adresse IP chez Yana, ce bloc d'adresse IP n'est annoncé et ne doit être annoncé par personne. Maintenant, si nous sommes en train de dire que on demande à tout le monde de créer des rois pour leurs préfixes, qu'en est-il des préfixes qui ne sont pas encore alloués? Il y a donc un ensemble il y a donc au niveau d'Afrinic, il y a une policy qui est en cours de discussion où la communauté est en train de demander à Afrinic de créer un roi avec tout le bloc qui n'est pas encore alloué. Donc, de créer un roi avec ce bloc, de sorte que lorsque vous êtes en train de faire du peering, si vous trouvez un préfixe qui est attaché à AS0, vous considérez que ce préfixe, personne n'a le droit de pouvoir l'originer. Donc, c'est comme ça que vous allez connaître désormais quels sont les préfixes Bogon. Au niveau de, je crois, Apenic, ils ont déjà validé ça, donc c'est quelque chose qui est déjà en cours d'implémentation. Ok, j'ai signalé tout à l'heure que RPKI ne permettait pas de valider tout le chemin, donc toute la SPAT. Donc, au niveau de l'IETF, il y a un ensemble de travaux qui sont en cours. Il y a par exemple, quand il dit en cours, il y a BGP-SEC qui est déjà validé, donc qui est déjà une RFC 8205, mais que les opérateurs n'implémentent pas encore, qui va encore permettre de mieux sécuriser BGP. Et il y a deux drafts en cours de discussion, l'ASPA et l'ASCONS. Donc, ce sont des drafts que vous pouvez regarder après. Donc, ça, c'est la spécification de BGP-SEC. Vous pouvez aussi vérifier en utilisant ripe.net RPKI test pour voir si dans votre réseau, votre opérateur utilise RPKI pour faire la validation, le origin validation. Voici un exemple de vérification au niveau, si vous avez un validateur. Donc, si vous avez un validateur, je vais, laissez-moi regarder ça sur mon validateur. Mon validateur, c'est VC1. Je vais regarder ça, API, blablabla. On va regarder ce /24 là. Sur mon validateur. Bon. Donc, vous voyez par exemple, si vous avez installé un validateur dans votre réseau, vous avez la possibilité, par exemple, de vérifier si une roi est valide. Là, il me dit, par exemple, que ce roi est not found, ce qui n'est pas vrai. Je ne sais pas exactement pourquoi il dit ça. Mais vous avez quand même, comment est-ce que vous vérifiez? Voilà. Donc, pour ce soir,
Allô? S'il y a des questions, on peut continuer le topo. Allô? Vous m'entendez? Attention. Vous m'entendez? Oui, nous entendons. Ah, ok. Par rapport au script que vous venez de... Marie, si tu es en train de parler, on ne t'écoute pas. Allô? Oui, là, on t'entend, Jean-Marie. Je pense que ça va dans tous les sens là. Je pense qu'il y a un modérateur de ce webinaire. Donc, vraiment, ceux qui veulent prendre des questions, vous pouvez pas lever la main pour qu'on vous donne la parole, pour que ça ne va pas dans tous les sens, quoi. Donc, Jean-Marie, tu avais quelque chose à ajouter par rapport à les clarifications de Stéphane? Si c'est Oui, le cas, oui, Stéphane, ma question... Vous m'entendez maintenant? Oui. J'avais coupé mon micro. Stéphane, Oui. Stéphane, est-ce que tu peux aller repartir un peu sur le script? Je crois le script c'est comment on appelle ça? C'est en quel langage encore? C'est en Java ou bien c'est XML ou bien c'est en quel langage? Lequel script? Celui-ci. Ça, c'est le validateur. Bon, je ne connais pas dans quel langage ils l'ont développé, mais c'est une API qu'ils donnent pour pouvoir faire des vérifications de routes de l'interface. OK. Ouais. OK. Donc, ça, c'est mon validateur qui est au niveau du point d'échange Internet à l'île Maurice. Donc, c'est Routinator. C'est l'un des validateurs dont je présentais tout à l'heure. OK. Oui, donc on est en JSON. Je crois que Christian, oui, c'est ça, JSON. Objet JSON, yes. C'est en JSON. En fait, c'est ça. Je voulais juste préciser le fait que, en fait, RPKI, c'est en fait juste, c'est un outil que nous mettons en place pour essayer de valider l'origine de l'injection des préfixes sur l'Internet, n'est-ce pas, au niveau de l'Internet. Bon, et il y a d'autres éléments que nous utilisons dans ce sens. Et aussi, il faut bien préciser que RPKI a aussi un autre rôle. Il force, par exemple, les opérateurs à payer leurs frais d'allocation de préfixes, payer leurs frais d'allocation de préfixes au niveau du régulateur local, comme par exemple pour l'Afrique. Par exemple, au Cameroun, on va dire que c'est Afrinic, n'est-ce pas? En Europe, je crois, je ne sais pas comment il s'appelle ça en Europe. En Asie, ça doit être RIP. Et partout ailleurs. Donc, en fait, il a beaucoup d'éléments en place. Vous voyez un peu. Il a beaucoup d'éléments en place. Et ces éléments, en fait, il a d'autres objectifs. Ce n'est pas seulement pour couvrir les éléments dont on parle. Ça dit que juste pour valider les routes, c'est aussi pour renforcer les frais d'acquisition de tous ces préfixes parce que beaucoup d'opérateurs on joue un peu au voyou, surtout dans certains pays où la régulation n'est pas très stricte, surtout au niveau de l'Internet. C'est ce que je voulais ajouter, en tout cas. OK, merci Jean-Marie. Donc, c'est vrai, les outils pareils, bon, au niveau des pays, les régulateurs peuvent l'utiliser comme ils l'entendent. Voilà. Mais bon, au niveau d'Afrinic, on ne va pas forcer les gens à pouvoir payer leurs frais. C'est vrai que si vous revenez, par exemple, au niveau d'Afrinic, par exemple, pour créer le roi, l'une des conditions, c'est qu'on va vérifier que vous êtes effectivement à jour au niveau de vos contributions par rapport aux ressources que vous avez. Donc, c'est l'une des conditions. Même au niveau de l'IRR, on ne va pas, par exemple, aider quelqu'un à pouvoir créer ses routes ou bien à pouvoir maintenir, par exemple, ses ressources dans la base de données IRR s'il n'est pas à jour. Donc, c'est l'une des conditions qu'on vérifie, effectivement. OK. Any other question? Je pense que Willy voulait faire un commentaire tout à l'heure.
Merci Patrick. En fait, comme on avait pas, Christian a répondu dans le chat sur le format. Mais juste, bon, je profite peut-être juste dire que, comme on disait tout à l'heure, les validateurs évoluent. Donc, notamment, par exemple, Routinetor propose maintenant plusieurs interfaces pour présenter les informations. Donc, la vue que Stéphane a présentée, c'était une qui avait, on va dire, en fait, directement depuis l'API. Et maintenant aussi, ils ont une interface web. Donc, dans la version actuelle, il y a une interface web donc, qui peut également être exploitée. Après, bon, chaque validateur a sa façon d'implémenter, comment il expose les informations par la suite. OK. Merci. Moi, je n'ai pas encore mis à jour pour la dernière version, surtout quand on m'a dit qu'elle était très gourmande. Donc, et quand tu vas sur le site, et la solution qu'il donne, c'est quoi? C'est de retourner à l'ancienne version et attendre qu'on publie la prochaine version. Donc, je suis attendeur. OK. Merci Stéphane pour cet ajout. Je vais laisser également la parole à Sylvain. Je pense qu'il a levé la main. Ok, merci. Merci aussi à Stéphane pour tout ce qu'il fait pour nous, à nous transmettant plein d'informations et aussi en partageant son expérience. Il y a beaucoup d'outils qui ont été partagés là. J'ai aussi aimé la discussion ou bien l'introduction de Jean-Marie qui essayait de comprendre un peu plus comment ça se passe. Je voudrais juste surtout dire que nous avons une liste de diffusion. Le CNOC a une liste de diffusion et j'ai envoyé le lien là dans le chat. Il y a aussi un sondage, un questionnaire de sondage, d'évaluation pour ce webinaire. Et il y a envoyé aussi le lien dans le chat. Donc, s'il vous plaît, ceux qui peuvent, prenez la peine de répondre à ces questions pour que ça nous aide à améliorer la qualité de ces webinaires que nous continuons d'organiser. L'autre chose que je voulais aussi dire, c'est parler un peu en quelques secondes de ce que Moussa a dit en parlant de ES0. Dans l'Autonomous System numéro 0. Ce numéro, juste pour dire que la discussion qui se passe actuellement au niveau d'Afinic, de la liste de diffusion sur les règlements qui permettent de gérer ou bien de distribuer les adresses, les numéros Internet, les numéros Internet. La discussion actuelle sur la base justement de ce draft qui a été proposé et dont j'ai envoyé le lien dans le chat. Cette discussion a rebondi ces temps-ci parce qu'avant, on était sûr que tout était fini. Et je me rappelle que Willy me disait, mais pourquoi tu continues encore à parler de... Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a encore des gens qui ont des arguments pour... Et moi, j'ai envie d'inviter tout le monde, tous les Camerounais, à aller voir ce qui se passe là-bas et à discuter, à apporter leurs idées. Parce que si on décide maintenant que Afrinic va affecter l'Autonomous a donné l'autorisation à l'Autonomous Système 0 de pouvoir être le seul numéro de système autonome à pouvoir transmettre des préfixes. Ça veut dire donc ne rien faire, parce que 0, ça veut dire ne rien faire. Et que ça a des conséquences sur nos réseaux. Je ne dis pas que ça en a, et que ça a des conséquences sur nos réseaux. Alors, qui va en être responsable? Nous, on n'aura pas contribué à ces discussions, donc on n'aura pas donné nos avis. Et là, ce qui va se faire, les autres auront décidé à notre place. Donc, du courage et que chacun fasse un effort de passer par là-bas. Voilà ce que je voulais dire. Merci encore à tous. Merci, Président, pour cette clarification. Donc,
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, s'il y a d'autres zones d'ombre à éclaircir par rapport à tout ce qui a été dit et qui a été présenté ici. Je vois également que Christian a levé la main. Alors, Christian, on t'écoute. Christian, allô? Oui, Christian a posé une question. Il disait, lorsqu'un opérateur publie des bogons, quel est le risque encouru? Alors, c'est quoi déjà un bogon? Les bogons, ce sont des préfixes qui ne sont pas autorisés à être routés sur Internet. Donc, lorsque vous publiez des bogons, par exemple, les blocs comme les blocs d'adresse IP privée, ou encore les blocs qui ne sont pas encore alloués, ou bien des blocs qui sont réservés pour des applications spéciales. Lorsque vous publiez cela, ça veut dire que vous êtes en train d'annoncer au monde que ces ressources résident dans votre réseau. Et du coup, ça fait que les gens peuvent, par exemple, envoyer des paquets en destination de ces réseaux-là vers votre réseau. Ça veut dire que vous attirez du trafic qui n'est pas autorisé, qui ne devrait pas passer sur Internet. Ça fait que c'est de la saturation au niveau de votre réseau et de la saturation qui consomme la bande passante pour comment je vais dire, je vais dire en anglais du garbage, donc de la poubelle, quoi. Ce sont des ordures que vous autorisez dans votre réseau que vous ne devriez pas autoriser. Et ça expose aussi vos utilisateurs parce que s'il y a des utilisateurs qui n'ont pas une assez bonne expertise en matière de sécurité, ce sont des paquets comme ça là qui peuvent être acceptés au niveau de leur réseau. Ça peut causer, par exemple, ça peut permettre aux gens de faire des dénis de services. Ça peut permettre aux gens d'envoyer des paquets qui contiennent des informations illicites, des choses pareilles. Donc, ça ouvre la porte à un trafic qui n'est pas autorisé tout simplement sur Internet. Stéphane, merci. Je crois que tu as bien expliqué de quoi il s'agit exactement. En fait, au niveau de l'Internet, vous voyez, il y a plusieurs années, par exemple, quand on était en train de refaire tout le réseau de Microsoft, quelles sont les différentes négociations que nous avons eues avec les providers? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons en place ce qu'on appelle, je crois que Cisco a commencé dans ce sens et nous avons commencé à développer un peu ce type d'éléments. On prend les ACL. On les appelle les ACL, infrastructure ACL, right? IACL. Si vous regardez sur Cisco, les forums de Cisco, vous allez les trouver. Et dans les IACL, c'est pour d'abord, le premier objectif de l'IACL, c'est protéger votre infrastructure. Vous incluez d'abord tous les bogons, les marchand routes, bogon route, et après, vous mettez justement, vous empêchez aussi les utilisateurs d'entrer dans votre réseau avec votre propre adresse allouée. C'est-à-dire que si vous avez été alloué avec l'adresse au niveau de la FRENIC, on vous a donné 193.0.24/21, par exemple. Alors, il est impossible que quelqu'un de l'extérieur avec cette adresse communique avec vous. C'est-à-dire que personne à l'extérieur peut avoir cette adresse. C'est pour ça que votre ACL devrait comporter justement ces éléments avant qu'on ne vienne avec l'option de RPKI, BGPsec, BGFlowsec, Mounts, tous ces éléments de sécurité. Donc, il fallait d'abord que on empêche cette communication et on autorise justement la communication entre le monde extérieur et vos IP adresses qui ont été allouées. Donc, en fait, c'était pour ça qu'on mettait en place. Et si vous avez des bogons, si quelqu'un, par exemple, a une advertise des bogons, ces routes seront discard pour la plupart des ISP parce que c'est déjà des mandatory. Au niveau des RFC, on a déjà créé tous ces éléments pour dire, OK, voici les bogons, voici les merchant routes, ils doivent être discard by default.
Donc, en fait, ces éléments ont déjà été faits en place. Je ne sais pas pour le Cameroun. Donc, j'essaie de travailler avec la plupart des providers au Cameroun pour essayer de mettre en place ce type de cet outil-là, c'est ACL, infrastructure ACL, pour leur point d'interconnexion Internet. Merci Jean-Marie. Christian insiste en demandant qu'est-ce qu'on peut faire comme recommandation. Je pense que ce qu'on peut faire, c'est qu'il faut inviter les ingénieurs réseau dans la communauté camerounaise à rejoindre le CMNOC pour que, lorsqu'on a des échanges comme ça, parce que parfois même, vous voyez, les gens qui font cette configuration à problème, c'est pas qu'ils ignorent, ils sont au courant, ils connaissent les conséquences, ils connaissent même ce qu'il faut faire, mais parfois c'est juste un laxisme. Mais lorsqu'on se retrouve comme ça dans une communauté où on échange, où on pointe du doigt, on dit à quelqu'un, par exemple, il y a tel truc qui ne va pas dans ton réseau, ça permet que les gens, ils vont corriger, quoi. Et c'est le rôle d'un groupe comme le NOC, le Network Operators Group. Le Network Operators Group, c'est l'endroit où on se retrouve pour échanger des best practices. Telle personne va dire, par exemple, voici l'expérience que j'ai dans mon réseau. L'autre va dire, voici ce que tu peux faire pour corriger, ainsi de suite. On se partage des choses comme ça pour pouvoir améliorer nos réseaux. Et il faut noter que, en termes d'ingénieurs réseau, il n'y a pas de concurrence entre les ingénieurs réseau. Que tu travailles chez Camtel, Orange, MTN, il n'y a pas de concurrence entre vous parce qu'il y a concurrence entre MTN et Orange, on s'en fout. Mais entre les ingénieurs réseau, il n'y a pas de concurrence. On est là pour s'échanger les best practices parce que demain, tu ne sais pas dans quel réseau tu vas te retrouver. Aujourd'hui, tu es peut-être chez Camtel, demain, tu vas te retrouver chez Orange, après demain, tu peux te retrouver chez MTN. Donc, il ne devrait pas avoir de concurrence entre les ingénieurs réseau. Donc, la recommandation pour moi, Christian, c'est d'inviter plus de personnes à participer dans nos forums. Pourquoi on met ces échanges, on discute et puis voilà, on améliore. Parce que ce qu'on fait, nous améliorons le réseau, pas pour nous, pas pour notre utilisateur, mais c'est pour l'utilisateur final. C'est pour que le gars qui est assis dans sa maison à Douala, il puisse surfer en toute quiétude. Il n'ait pas de problème. C'est pour la sécurisation de tout le pays. Parce que si un réseau a un problème, c'est le pays, c'est la sécurité du pays qui est en jeu. Ce n'est plus un problème seulement de l'opérateur. Si par exemple, les serveurs, par exemple, de la défense, on est en train de parler des passeports qui sont devenus accessibles rapidement, tout ça. Si ces serveurs-là sont attaqués, ce n'est pas le fournisseur comme tel qui a un problème, c'est le pays qui a un problème. Si ces informations sont exposées, c'est le problème, c'est le pays qui a un problème. Donc, nous, les ingénieurs, on doit collaborer. Je suis entièrement d'accord à 650%. C'est pourquoi nous, on aimerait t'inviter, Jean-Marie, à nous rejoindre également au CMNOC. C'est un plaisir de t'avoir ici ce soir. Donc, je pense que Stéphane a tout dit, hein, je pense qu'il a tout dit. Donc, ce qu'on peut retenir davantage, c'est de pouvoir faire des plaidoyers auprès de nos différents opérateurs à faire en sorte que les équipes qui sont en charge en fait de la gestion de leur infrastructure puissent venir partager avec nous en fait sur ces bonnes pratiques afin que nous ayons un Internet davantage digne de confiance, sécurisé et accessible. Donc, nous avons dépassé le temps qui nous était alloué de plus de 15 minutes. Je ne sais pas si je dois laisser Sylvain pour dire le mot de fin ou Oui, mais c'est bon, hein, merci beaucoup. Tu peux conclure le webinaire. Merci à tous. Merci à Moussa. Avant de conclure le webinaire, assurez-vous que Jean-Marie a effectivement les liens qu'il faut pour s'inscrire, parce que on va aussi, une des choses de suivi, c'est qu'on va aussi lui demander qu'avec son expérience, qu'il puisse aussi avoir des thèmes qu'il pourra partager avec nous dans le futur. On est preneur. Oui, s'il te plaît, Jean-Marie. Merci, Moussa. Est-ce que tu as le lien que j'ai partagé tout à l'heure? C'est quel lien? Sinon, on va retrouver ton adresse électronique et on va t'envoyer ces informations. Pas du lien de survey. Non, même il peut utiliser le survey. Sur le survey, à la fin du survey, il y aura les liens. Donc, à partir du survey, à la fin,
la dernière page, en fait, aura la mailing list, le channel YouTube et le channel Telegram. OK. Merci beaucoup. Merci Patrick. OK, donc je vous invite donc à clôturer dans ce troisième webinaire. Merci à Stéphane pour la présentation. Merci également à tous ceux qui nous ont accordé du temps pour suivre ce webinaire. Et place à la prochaine séance qui sera précisément dans une semaine. C'est bien ça? Dans 2 semaines? Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Donc, merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Bye. Bye.